Et les arts inuits. Voilà, je vous en prie. Merci. Pareil, merci d'être venu. Il fait très beau aujourd'hui, donc c'est un bel effort ce soir. Là. Je ne sais pas si on peut baisser un peu la lumière. Ah oui, ça se passe. Je suis obligée d'être là, donc je ne vais pas vous regarder tout le temps parce que j'ai un pointeur et si je suis en bas pour vous regarder, ben, je ne peux pas pointer et vous montrer les choses. Donc, voilà. Comme on n'est pas très nombreux, je pense que c'est possible, si vous avez des questions, de m'interrompre et de poser la question. Évidemment, quand il y a des centaines de personnes, on attend la fin. Là, si vraiment il y a quelque chose qui vous questionne, je pense que c'est possible, parce qu'on n'est pas super nombreux, donc ça peut être chouette. On va présenter, mais d'abord je souhaite dire que, en premier, je suis collectionneur. Et évidemment, maintenant j'ai une galerie qui vend de l'art inuit à Paris. Je suis en premier collectionneur et passionné par cette culture et cet art. J'ai la chance d'aller souvent en Arctique. J'étais il y a 3 semaines chez un artiste au Labrador. J'y vais plusieurs fois par an. Donc j'ai des amis inuits. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc c'est en tant que passionné que je vais essayer de vous expliquer ça. Et plus, alors, juste pour commencer, c'était cette magnifique pièce, si vous voulez la voir, elle est au musée de Lyon, au musée des Confluences à Lyon. C'est une énorme pièce en os de baleine. Et Manassiak Paliapik l'a appelée la création du monde. Il y a énormément de choses sur cette pièce. Je ne sais pas si vous avez tout repéré. C'est le point qui remarche. Donc vous avez vu évidemment ce très beau visage. Ici, il y a un phoque, un autre phoque ici, une chouette. Arctique, le harfang des neiges, c'est une très belle chouette arctique. Des représentations dans les mains. Un autre visage ici, évidemment ce fœtus. Et puis vous avez le chaman qui domine le tout ici avec son tambour et son bâton. La plupart des représentations, on verra des chamans, ils seront avec un tambour, c'est ça qui leur permettait d'entrer en transe et on verra un petit peu plus tard pourquoi. Alors l'art inuit c'est vraiment très spécifique, ça désigne les productions des peuples du Grand Nord, mais qui vivent uniquement au Groenland, au Canada, en Alaska et un tout petit peu en Sibérie. À la louche, actuellement, on considère qu'il y a environ 160 000 Inuits qui seront répartis en un peu plus, un peu moins, mais pour vous donner une bonne notion, 3 fois 50 000, Groenland, Canada, Alaska, et entre 3 et 5 000 en Sibérie. C'est à peu près ce qu'on connaît actuellement. Et évidemment, l'art inuit ne peut être fait que par les Inuits. C'est-à-dire que si on n'est pas Inuit, on ne peut pas faire de l'art inuit. J'ai souvent des gens qui rentrent à la galerie et qui me disent « c'est vous qui faites tout ça ?» Je dis ben, « non, je ne suis pas tout à fait Inuit et c'est pas possible. » Alors ça, c'est vraiment le plan que je vais essayer de vous présenter. On va parler d'abord des différentes traditions, des différentes périodes, les matériaux, l'imaginaire avec lequel ils vont travailler. Je vous montrerai quelques estampes, dessins, des tapisseries, et puis ensuite, pour terminer, des œuvres exceptionnelles. Les époques, dans l'art, on va distinguer 5 grandes périodes. La période qui est tout en haut, là, ici, pré-Dorset, Dorset, Tulé, historique, et puis la période contemporaine qui n'est pas listée là. Le tableau que je vous ai mis là, c'est un tableau des archéologues qui vont, en fonction des lieux, distinguer des groupes différents. Et quand je vous parlerai, par exemple, de petites sculptures Ogvik, c'est cette période-là. Donc ça sera dans la période que nous, on appelle Dorset, qui est cette zone-là, mais ça sera au niveau du détroit de Bering. Après, je vous parlerai des Iqaluit, eh ils sont au nord-ouest de l'Alaska. Donc voilà, mais moi, je vais me concentrer sur les grandes périodes, qui sont les périodes qu'on considère, qu'on reconnaît dans l'art, on va dire. Juste pour faire le point, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, les Inuits, ce sont... Alors, je vais toujours dire les Inuits, le nouveau terme, c'est Inuit. Esquimau, c'est ce qu'on disait avant, c'est assez péjoratif. Ça ne veut pas dire mangeur de viande crue, mais c'est quelque chose de péjoratif. Et donc, les Inuits, ça veut dire les hommes. Un Inuk, c'est un homme. Des Inuits, c'est les hommes. Donc, je dirais toujours les Inuits, d'une façon générale. Les Inuits sont donc partis de Sibérie, ici, sur cette zone-là. Ils ont traversé le détroit de Bering en 2 grandes périodes de migration. La première période de migration, je suis désolée, c'est un peu décalé le blanc, vous ne voyez plus très bien, mais c'est plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et la dernière grande migration, la Tuléenne, donc les flèches vertes, c'est aux alentours de l'an 1000-1200. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes chemins qui ont été empruntés par les 2 peuples. Pourquoi? Parce que ces peuples-là, ils vivent de la mer, ils vivent des animaux de la mer. Et donc, quand on vit de la mer, on longe les côtes. Et c'est ça qui leur a permis de survivre dans des territoires vraiment difficiles, mais c'est ça qui leur a permis de continuer à pouvoir progresser. Voilà. Alors cette période pré-Dorset, on a très peu de choses, hein. C'est une période très ancienne, c'est la culture du chasseur. On va trouver de très petites amulettes qui ont été trouvées dans le permafrost, c'est pour ça qu'elles ont souvent coloré. Ce sont des ivoires, soit ivoires de mort, soit ivoires de narval, donc les animaux que les Inuits consomment.
dont ils vont servir ensuite des défenses ou des dents pour travailler et faire des petits objets. Alors des amulettes, les amulettes on les reconnaît parce que souvent ils ont un petit trou, là aussi, ou ici, ça veut dire qu'ils sont portés, et puis c'est cette espèce de mâchoire qui est probablement quelque chose que le chaman mettait, portait, on dit probablement parce que c'est pas écrit, mais probablement quelque chose qui servait au chaman. Alors il y a d'autres objets qui ont été trouvés, donc cette extraordinaire petite basket, hein, très peu, hein, 3 ou 4 cm, pas plus, enfin, elle est vraiment très petite, qui a été trouvée, alors pareil, il faudrait baisser encore plus, c'est possible ou pas du tout? Ça vous embête? Non. Parce que du coup la carte, on ne la voit pas beaucoup, c'est la carte du Canada, et j'ai mis en rouge Devon Island pour vous montrer où c'est, très très au nord. Bon, alors, non. Bon, ou alors j'étais un tour. Voilà, moi je pense que ça suffit. Oui. Ah bon. Oui, blanc, et donc cette masquette est non seulement exceptionnelle, mais elle pose beaucoup de questions. Les archéologues qui l'ont trouvée, et on n'est pas toujours d'accord entre les archéologues et les gens qui travaillent sur l'art, est-ce que cette basket représente une personne âgée et on voit ses rides, ou est-ce que les gens qui travaillent sur l'art pensent plutôt, est-ce que ça représente les tatouages? Il faut savoir que les femmes inuites ensuite étaient extrêmement tatouées, et si vous regardez bien, toujours mon petit truc, vous voyez au niveau de la bouche là, vous voyez, ce sont plus vraiment des rides, hein. C'est très symétrique des deux côtés, c'est petit V, et c'est pour ça, et les lignes sont extrêmement symétriques, c'est pour ça qu'on pense vraiment que ce sont des représentations de tatouages. Alors, on va passer au Dorset, c'est-à-dire la période qui suit, c'est le même peuple, c'est simplement une période différente. Le Dorset, on va trouver d'abord, ils vont perfectionner tous leurs outils, toutes leurs armes, pour différentes raisons, parce que d'abord ils ont un petit peu plus accès au métal, on va le voir tout de suite après. On trouve des objets utilitaires extrêmement bien décorés, et vous voyez ces lignes et ces points. Alors les objets utilitaires, on considère que c'est des objets utilitaires parce que là aussi, ils ont des petits trous, vous les voyez là et là, c'est probablement des poignées qu'ils avaient décorés. Et dans ces objets utilitaires, on s'est aperçu, les scientifiques se sont aperçus que certaines lignes avaient été creusées par du métal. Le métal, il n'y en a pas beaucoup en Arctique, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de feu. Il n'y avait pas beaucoup d'arbres pour faire brûler, donc fondre du métal, c'était très compliqué. Alors ce métal, il vient de différents endroits, en particulier de Trok qui faisait déjà... Vous avez vu qu'il venait de Sibérie. Là, ce sont des objets Iputak et Ogvik, c'est des objets qui viennent du détroit de Bering et d'Alaska, donc très proche de la Sibérie, donc très proche en dessous de la Chine et de tout ce qui pouvait être transmué par ce détroit de Bering et qui était passé de peuple, en troc, et ils arrivaient comme ça à obtenir du métal. J'ai une amie qui fouille au nord de l'Alaska et ils ont trouvé du bronze chinois dans ces fouilles qui sont des objets inuits. Le dernier, c'est une petite cuillère. Donc, quand ils ne trouvaient pas de débris de métal, ils ont trouvé des petits morceaux de dents. Ils se servaient de dents d'animaux, de petits carnassiers par exemple, pour faire des lignes. Ils pouvaient aussi se servir de pointes de silex. Donc chez ces Ogvik, on a trouvé d'autres objets, et ça c'est... alors vous en... je sais pas, non. Là, vous en avez peut-être déjà vu, non. Ce sont des contrepoids de harpons. Quand on harponnait, il fallait qu'il y ait un contrepoids, et c'est des contrepoids de harpons, c'est ce qu'on voit souvent chez les antiquaires, qui présentent de l'esquimau archaïque. Et c'est en pierre, ça? Non, ça c'est de l'ivoire de morse. Alors la couleur est donnée parce qu'on les a retrouvés dans le permafrost, c'est resté dans la terre enfoui pendant très longtemps. Hein, c'est des objets de fouille. Alors, évidemment, on a aussi retrouvé de très nombreuses petites figurines, probablement qui servaient à des rites religieux, beaucoup d'animaux, alors aussi bien des animaux marins que terrestres, et puis d'autres formes animales, alors là, un phoque ou des oiseaux, mais si vous voyez les deux derniers qui viennent d'apparaître, et comme ceux que je vais vous montrer là maintenant, ils ont des lignes. Et ces lignes représentent, alors là aussi deux versions, parce que c'est tellement ancien que personne ne sait vraiment, soit cet ours volant, les lignes représenteraient son squelette, et du coup on considère que c'est un ours chamanique, le chaman ayant perdu toute sa substance, il ne reste que le squelette qui lui permet de voler. Et connaissant les Inuits et ayant discuté avec de très nombreux Inuits, pour eux, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout du squelette, c'est uniquement les lignes de découpe de l'animal. Il faut savoir que quand on chasse, la découpe est quelque chose de très ritualisé. Celui qui a vu l'animal a une partie particulière, celui qui a tué l'animal a une autre partie, etc., etc. Et ces lignes représenteraient des lignes de découpe. Voilà.
je ne juge pas, je vous donne les deux versions actuelles. Alors évidemment, il y avait aussi d'autres formes qui sont des représentations humaines. Là encore, une petite masquette, pareil, la masquette de Tiara, elle fait quelques centimètres, hein, et elle a été retrouvée au Nunavik, juste à côté du village de Saluit, qui est marqué là-haut, une petite île dans les fouilles, et là aussi en ivoire de morse. D'autres représentations humaines qui vont être très très différentes de celles qu'on vient de voir, qui viennent de l'autre bout, près de l'Alaska, puisque ce sont des représentations Ogvik, et on a vu les objets avant qui étaient des Ogvik. Et là aussi, vous voyez des visages extrêmement allongés, parfois tatoués, et puis des lignes, moi je trouve qu'ils sont somptueux. On a trouvé des objets cérémoniels, dans des fouilles toujours. Tout ça sont des ivoires. La différence de couleur, je le redis, c'est parce qu'il a été dans le permafrost, qui fait qu'on l'a retrouvé teinté par la terre dans laquelle il était. Des masques. En Alaska, il y a des arbres. Et quand il n'y a pas d'arbres, les courants font que les bois remontent par la mer, et on trouve énormément de bois flotté sur les plages. Et donc ce bois flotté va servir à faire des masques. Et les choses les plus extraordinaires qui ont été pour moi retrouvées, ce sont des masques funéraires, des éputaks. Les éputaks, c'est donc ce qui habitait en Alaska. Et ces masques funéraires, vous voyez, je vous ai mis point haut, là-haut, c'est là où ça a été trouvé. C'est de l'ivoire à chaque fois, alors probablement de morse ou de narval, mais ce sont des masques en ivoire qui étaient posés sur le visage des défunts. Et, excusez-moi, la différence entre ces masques-ci et les masques précédents en bois flotté, Pas du tout le même usage. c'était quoi l'autre usage? C'est un usage chamanique, Chamanique. alors que là c'est un usage funéraire. Ok. Les chamans, très souvent, portaient un masque. Alors, on en a des très très beaux au musée des Confluences à Lyon. Il y en a quelques-uns à Branly. Les plus beaux sont au musée de Boulogne-sur-Mer. Ce sont des masques qui viennent d'Alaska. Ils sont extraordinaires au musée de Boulogne-sur-Mer, si un jour ça vous intéresse. Dans le Dorset, on a aussi trouvé des pétroglyphes. Alors, un autre endroit, puisqu'on est au Nunavik, le Nunavik c'est la zone nord du Québec, on a trouvé des pétroglyphes. Et si vous voyez ces petits visages, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des espèces de petites pointes d'oreilles qu'on a vu un petit peu sur la masquette de Tiara et qu'on avait vu aussi sur un petit personnage. Ils ont vraiment une forme de visage tout à fait particulière avec des petites pointes comme ça. C'est une sorte de langage? Je ne sais pas. C'est pas dit dans l'histoire. Ils représentent comme on peut l'imaginer, mais c'est pas dit. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de. Voilà, je vous l'ai remis, la petite masquette, excusez-moi, elle va s'en aller. Alors voilà. Donc si vous voyez, elle a un petit peu la même forme du visage, on va retrouver un petit peu les deux mêmes formes, alors que c'est pas tout à fait au même endroit, mais malgré tout, on a quand même une symbolique qu'on va retrouver à différents endroits. Alors juste pour vous montrer, cette masquette Ogvik, donc 7 cm de haut, elle s'est vendue en 2007. Une idée des prix? Personne ne veut se lancer? Pardon? Non, quand même pas. 288 000 dollars américains. Ça fait à peu près 260 000 euros, 7 cm. Ouais. Ça fait cher les centimètres. D'accord. Alors, la période julienne, c'est une période complètement différente puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait 2 grandes vagues d'immigration. Une première vague d'immigration qui a été ensuite supplantée par ce qu'on appelle les Thuléens. Les Thuléens, ce sont vraiment les ancêtres des Inuits actuels. Ils sont arrivés de la même façon par le détroit de Bering. Ils ont colonisé tout le nord de l'Alaska parce que, évidemment, ils mangeaient les animaux de la mer. Donc on continue au nord de l'Alaska, on continue au nord du Canada et on continue jusqu'au Groenland en longeant les côtes au nord. Et d'ailleurs, on voit bien, et c'est pour ça que j'ai mis celle-là, on voit bien, alors ce petit peigne très très joliment décoré, mais vous voyez, c'est une queue de baleine, et ce pendentif, c'est aussi une queue de baleine, avec 2 dessins de queue de baleine au milieu. Donc ce sont vraiment des gens qui vivent des animaux marins, particulièrement de la baleine. Alors, ils se servent de traîneaux et d'oumiac. L'oumiac, vous connaissez le kayak tous, l'oumiac c'est le bateau collectif. Dans le kayak on met l'homme, dans l'oumiac on met les femmes, les vieux, les enfants, les chiens, les pots, tout ce qu'on a besoin de mettre, ça va dans le bateau collectif. Et ce bateau collectif, il va aussi servir au moment de chasse à la baleine. C'est-à-dire qu'on va en kayak et en oumiac pour chasser la baleine.
Alors, quand on se sert de traîneau, ça veut dire qu'on a des chiens, qu'on a apprivoisé des chiens. J'en parle parce que plus tard, je vous reparlerai des chiens au Canada. Là, ce petit objet-là, qui est fort intéressant, pour vous, ça ressemble peut-être à un phoque ou à quelque chose. En fait, on appelle ça un avatak. C'est un phoque qui a été tué, dont on a coupé la tête, qu'on a évidé sans déchirer le reste de la peau. On va tout nettoyer et ensuite on va le gonfler, c'est ce qui sert d'outre. Parce que, non pas d'outre, de flotteur. De flotteur qu'on attache au bout du harpon. Parce que quand on harponne un animal, il s'en va dans l'eau, il faut le repérer ensuite, et donc ils n'ont pas de plastique comme nous. Hein. Et donc ils se servent de cette peau de phoque gonflée, qui va servir, gonflée d'air, et qui va servir pour repérer où est l'animal. Et quand vous voyez des représentations de kayak, très souvent les gens me disent ah ben, il a déjà pêché son phoque. En fait non, il n'a pas encore pêché, c'est son avatak, donc ce flotteur, qui est derrière le chasseur systématiquement. Alors, ils habitent des tentes l'été, et on le voit sur cette représentation-là, ici, les tentes qui sont faites comme ça. Là, il y a du bois, visiblement, donc je suis du côté Alaska, où il y a du bois. Ils chassent avec des kayaks, ils chassent particulièrement, on le voit là, des caribous, par exemple. Il y a quand même un certain nombre de guerres qui sont présentées, parce que là, ils sont les uns contre les autres avec leurs arcs. Hein, c'est pas juste on va chasser l'animal, on se bat. Et puis là, ce qui est aussi assez intéressant, c'est ces deux peaux a priori d'ours qui sont étalées et qui montrent qu'on a chassé l'ours. Et l'ours, quand on chasse un animal, on va servir toujours de la peau, on va la nettoyer et on la tend. Elle est tendue sur des fils pour sécher. Et donc là, les peaux d'ours sont vraiment dans la position où elles sont en train de sécher. Donc là, voilà, donc, on vous montre un certain nombre. C'est presque une bande dessinée hein, qui vous raconte un petit peu la vie de ce qui était là-bas. Et ces représentations d'objets, on en verra un petit peu plus loin, ça sert d'archet, mais je vais vous les montrer un tout petit peu plus loin en réalité. Alors, ce sont les ancêtres des Inuits et on a des représentations humaines qui ressemblent plus, j'allais dire, à ce qu'on a nous l'habitude de voir en représentation que les figures ogviques très très longues qu'on avait vues par exemple tout à l'heure. Alors, ils ont accès au métal eux aussi, donc on l'a vu par le troc avec les Chinois par exemple, mais ils trouvent aussi des météorites, en particulier au Groenland, au nord du Groenland, une météorite de plusieurs tonnes qui est arrivée au Cap York. Et les Blancs, bien entendu, entendant parler de ça, c'est bien plus tard, mais quand les Blancs sont arrivés là-haut, ils ont entendu parler de cette météorite, ils ont réussi quand même à construire des rails de train et des wagonnets pour l'emmener à New York maintenant. Donc jusqu'aux météorites, on va les chercher là-bas et on les récupère. Une météorite qui tombe sur de la glace, on la voit, et donc ils les récupèrent. C'est-à-dire même des petits bouts, là c'était un truc de plusieurs tonnes, mais même des petits bouts, on va les récupérer parce que c'est du métal. Et puis après, ils vont croiser les Norses. Les Norses, ce sont les Vikings qui vont arriver au Groenland à peu près en l'an... Éric le Rouge, c'est 980 à peu près, arrive au Groenland. Les Inuits, ils y arrivent plus tard, mais à ce moment-là, c'est le moment où les Vikings repartent du Groenland. Et, en fait, Éric le Rouge avait été banni du Danemark et avait été habité le Groenland, mais quand ils s'en vont, parce qu'ils voient qu'on ne peut pas y faire grand-chose dans ce pays, bah, ils abandonnent un certain nombre de choses, dont du métal que les Inuits vont s'empresser de récupérer, bien entendu. Alors, je vous parlais de ce petit objet qu'on avait vu tout à l'heure, on voyait les deux faces avec les petits trous. Voilà. Les Inuits ont découvert, ont créé ce qu'on appelle le forêt archer. C'est-à-dire qu'on met un bâton dans sa bouche qu'on tient avec une pointe métallique quand on en a, sinon avec du silex, et on enroule une corde, et en faisant circuler l'archet, eh bien, ça permet de creuser et de faire des trous. Et donc, on arrive avec des petits objets qui vont être comme ça, où on va retrouver de plus en plus de petites marques, de petits trous, qui sont vraiment de cette période où ils ont inventé ce forêt archet qui leur a permis de travailler plus précisément, de faire des trous. La période historique, c'est la rencontre. Les Blancs arrivent en Arctique très tôt, en particulier la Compagnie de la baie d'Hudson. La Compagnie de la baie d'Hudson, c'est une grande compagnie. Alors il faut se souvenir que le Canada, à cette époque-là, c'est majoritairement, ça appartient à la couronne britannique, hein. C'est anglais. Et donc la reine, ou le roi de l'époque, c'était plutôt un roi je pense à cette époque-là, va donner à la Compagnie de la baie d'Hudson voilà, tout cet espace-là, et bon, on ne voit peut-être pas très bien, mais ici en jaune, très légèrement, vous avez la ligne des États-Unis. Donc vous voyez, ça descend vraiment très très bas. Donc toute cette zone-là appartient, entre guillemets, à la Compagnie de la baie d'Hudson qui va aller s'installer en Arctique et créer des comptoirs.
voyez les petits points jaunes là où sont les comptoirs en Arctique, et les violets sont les comptoirs beaucoup plus bas. Les points jaunes, donc pourquoi on installe des comptoirs là-bas? Parce que c'est une époque où on cherche la fourrure. Et donc les comptoirs sont là pour récupérer la fourrure. On ne donne pas d'argent aux ceux qui viennent, il y a des trappeurs aussi là-haut, mais on ne leur donne pas d'argent, on leur donne de la farine, du thé, du tabac, des balles, de l'alcool éventuellement si ça peut aider. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Les Anglais s'installent avec la compagnie de la baie d'Hudson et ont vraiment le monopole sur tout ce qui se passe dans le Nord. Ensuite, il y a petit à petit des baleiniers qui arrivent, et donc un meilleur accès à plein de choses, dont le métal encore pour les Inuits, parce que le métal c'est vraiment... Quand vous imaginez qu'il faut trancher avec un silex, c'est quand même assez compliqué, donc si on peut avoir accès au métal, à des couteaux ou autres, c'est des choses qui les passionnent. Et les Inuits vont être très demandés, en particulier les femmes, puisque ça intéresse beaucoup les baleiniers de voir une ou deux femmes inuites, ou 3 ou 4 qui viennent sur les bateaux, soi-disant pour faire la cuisine, mais pas que. Donc, accès à de tas de maladies que les Inuits ne connaissaient pas du tout, puisqu'ils n'avaient jamais été confrontés à des maladies comme la varicelle, ou la grippe espagnole qui a décimé des villages entiers dans les années 1900. Vraiment des choses très très difficiles pour eux, puisqu'ils n'étaient pas du tout immunisés contre toutes les maladies que les Blancs leur apportaient. Qui d'autre arrive en Arctique? Comme je vous l'ai dit, d'autres négociants en fourrure, on a la compagnie de la baie d'Hudson, mais le fourreur Grévillon a des comptoirs aussi en Arctique, et ils viennent acheter majoritairement ce qu'ils cherchent chez le renard. Le renard arctique, la fourrure blanche est très demandée par ces dames à cette époque-là, et donc ils viennent acheter tout ça. Et puis on a, bien entendu, déjà des explorateurs, des ethnographes qui vont essayer de cartographier une partie de l'Arctique et qui montent là-bas. Tout ça sans parler des missionnaires. Parce que extrêmement rapidement, les missionnaires essaient de s'implanter en Arctique, de se faire une petite église et petit à petit de christianiser tous les Inuits. C'est-à-dire de leur interdire leurs pratiques habituelles chamaniques. On va dire que les Inuits étaient des animistes, le chaman était l'intermédiaire entre le monde du réel et le monde des esprits, permettait, d'après les Inuits, de guérir, permettait d'aider la personne qui mourait à passer dans l'au-delà, permettait, grâce à des voyages chamaniques, de voler au-dessus de la toundra et de voir où étaient les troupeaux, etc. etc. Donc, personnage très important dans le groupe. Et évidemment, la première chose que les missionnaires font, ça va être d'essayer d'exclure hommes médecine, enfin tout ça. Donc, les missionnaires vont exclure, interdire le chamanisme, interdire les tatouages, considérés comme étant pratique diabolique, bien sûr, habiller les... Il faut savoir que dans l'igloo, la plupart du temps, les Inuits, ils enlevaient leur peau quand il fait très chaud dans l'igloo, c'est-à-dire quelques degrés au-dessus de zéro quand il fait moins 40 dehors, on s'enlève un peu, et les femmes souvent avaient les seins nus, et ça c'était évidemment diabolique pour les Inuits, pour les missionnaires, etc. etc. Et puis les missionnaires aussi vont faire traduire la Bible. L'écriture inuite actuelle, qui est un syllabaire dans une grande partie du Canada, c'est une écriture qui a été créée par un missionnaire qui voulait évidemment avoir une traduction de la Bible. Et cette écriture a été créée en prenant un peu d'écriture des Indiens Cris et puis un peu de sténo, et il a créé une écriture, alors j'en ai pas mis là mais, parce que j'ai pas pensé, mais donc voilà, ça a été fait par les missionnaires, cette écriture, puisque évidemment ils n'avaient pas de papier, pas d'encre, et il n'y avait aucun écrit. Alors, il n'y avait aucun écrit, mais, là c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais on a trouvé des cartes sculptées dans de l'os pour se repérer. Donc ce n'étaient pas des cartes dessinées sur un papier, mais ils avaient réussi à sculpter dans de l'os ou de la corne des cartes pour se repérer à certains endroits, ça c'est au Groenland. Alors ces missionnaires, les Moraves au Labrador, ils arrivent très très tôt et ils commencent à construire des missions dans lesquelles ils invitent les Inuits à s'installer et à délaisser leur façon de vivre, c'est-à-dire le nomadisme. Ils leur construisent des petits bâtiments comme ça en disant vous serez bien plus confortable que dans vos tentes ou dans vos igloos ou dans vos maisons semi-souterraines. Venez donc habiter là, et les Inuits, petit à petit, au moins au Labrador, se sédentarisent. Ce qui fait que les Inuits du Labrador sont ceux qui ne parlent plus du tout leur langue. C'est ceux qui ont été les plus... qui sont les plus... Oui, on va dire européanisés, enfin, acculturés. Hein, voilà. Des Inuits, c'est ça. Voilà, des Inuités, on va dire, peut-être. Et donc, ces missionnaires moraves vont voir que les Inuits font des tas de jolies petites productions,
et vont leur demander de produire pour eux des pièces en leur montrant des photos dans leur Bible, bien entendu, ou dans leur missel, tout ça, et ces pièces-là vont être envoyées en cadeau ou quand ils rentrent de temps en temps, vont être envoyées. Et donc le musée du Vatican, je rêve d'aller fouiller les caves du musée du Vatican parce qu'il y a des collections probablement extraordinaires, mais vous avez la chance en Belgique d'avoir le musée de Tervuren. Le musée de Tervuren, ils ont des collections arctiques qui ne sont jamais montrées et qui ont de très belles collections. Alors je ne sais pas comment il faut faire pour y accéder, mais ça existe, je le sais, j'ai vu des photos. Voilà. Alors il ne faut pas oublier aussi que c'est en 1922, Nanook of the North, c'est le premier film, alors un film, c'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire. La personne qui l'a tourné a fait refaire aux Inuits un scénario qu'il avait construit, etc. Mais ce film-là arrive en Europe et c'est vraiment... tout le monde voit ce film, tout le monde a un imaginaire débordant par rapport au Nord, et vraiment c'est quelque chose qui parle à tout le monde à cette époque-là. Alors on considère, enfin voilà, aux alentours de 1900, il y a de très nombreux groupes familiaux qui regroupent 2 à 5 familles en temps d'été. Et ces groupes vont se réunir en hiver, dans les périodes les plus difficiles. Ils vont être à ce moment-là beaucoup plus nombreux, jusqu'à quelques centaines. Et globalement, ils se vivent 2 temps très différents, le temps d'hiver et le temps d'été. Le temps d'hiver, on a plus de temps pour créer, faire des tas d'objets, puisqu'on va moins à la chasse, il fait nuit presque tout le temps dans certaines zones. Donc du coup, ils vont créer plus. Et ils vont créer, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des objets qui vont leur servir, des aiguilles. Alors coudre avec ça, ça ne peut pas être très pratique, mais c'est quand même ce qui sert. Et puis là, vous voyez, il y a eu un accès au métal. Voilà la tige du poinçon. Et ils l'ont dessiné, enfin, le manche a été fait comme un narval. Donc il y a un côté esthétique quand même qui est important pour la personne qui l'a fait. Donc ils fabriquent des objets utilitaires. Je vous ai mis celui-là parce que vous savez ce que c'est? Cet objet-là? C'est une lampe à huile. La lampe à huile, on met la graisse de phoque à l'intérieur, un petit peu de mèche avec du lichen. On allume le lichen, ça fait une flamme de 2 à 3 cm. Si on est très riche, on met beaucoup de lichen. Si on n'est pas très riche, on ne met pas beaucoup de lichen. Et très riche, ça veut dire si on a beaucoup de gras ou si on n'a pas beaucoup de gras. Et du coup, c'est ce qui permettait de chauffer et d'éclairer dans l'igloo. Donc, ils les fabriquent avec de la pierre. Si je vous l'ai mis, c'est pour vous montrer que déjà, depuis très très longtemps, ils travaillaient la pierre. Ils ne travaillaient pas que les matériaux de type ivoire. On a beaucoup retrouvé des matériaux de type ivoire parce que c'est ce qui résiste le plus dans les fouilles. Alors, ils travaillent des objets qui vont souvent décorer. Ce petit phoque là, c'est un bouton. Un dé à coudre. Et puis une haleine pour percer en forme de poisson. Évidemment, ils font des vêtements, mais avec un désir d'esthétique, parce que la peau de l'animal n'est pas alignée comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a un morceau de caribou, un autre morceau de, probablement de phoque, non pas de phoque, pardon, de lièvre, je ne sais pas quoi, enfin, oui, ils vont intercaler pour faire des dessins, c'est quelque chose de vraiment important pour eux, du côté esthétique du vêtement. Alors celui-là, ici, c'est de l'intestin du boyau de baleine. Le boyau de baleine est cousu, d'abord on le nettoie, on le vide, on le nettoie, on le lave dans la mer, on l'ouvre, on le fend, pour en faire une bande en fait très très longue, et ces bandes vont être cousues les unes aux autres pour faire un vêtement imperméable. Mais pour que ce vêtement soit imperméable, quand vous avez une aiguille, le chat de l'aiguille il est toujours plus gros que le fil. Donc le trou sera plus beau que le fil. Et donc la seule façon que les Inuits avaient trouvé, et qui est un truc incroyable, c'est que le tendon du dos de caribou, le tendon qui est là sur le dos du caribou, quand il est humide, il gonfle. Donc si vous cousez avec ce tendon, quand vous allez dehors et que c'est humide, le tendon gonfle et bouche le trou. Et donc ça devient imperméable. Alors ils ont aussi, bien sûr, ils font des jouets pour les enfants, des amulettes comme on l'a vu, qu'ils vont porter. Voilà, une magnifique morceau d'amulette, donc avec du cuir, des perles de troc, parce qu'on leur troquait de ce qu'on appelait à l'époque de la babeloterie, des petites perles de couleur, des petits miroirs, des choses comme ça, des perles de troc, et puis des poissons qui vont porter chance. À partir de... Ça ne vous embête pas? À partir de 1930, la demande elle va exploser parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient vers le nord. En particulier, les commerçants des postes de traite
qui vont arriver nombreux et qui vont demander à chacun de faire quelque chose pour eux. Et là, HBC, c'est Hudson Bay Company. Et donc, ils vont demander avec différents objets qu'ils vont leur donner, des morceaux de bois par exemple, ou des petits drapeaux, de faire, ils vont demander aux Inuits de leur faire un certain nombre d'objets. Les explorateurs. Alors, les explorateurs, ils viennent en Arctique, ils trouvent les kayaks magnifiques, mais un kayak, ça fait 7 mètres de long. C'est-à-dire que ça fait 3 fois la hauteur du corps est égale à peu près à la hauteur de vos bras tendus, et un kayak, ça fait 3 fois les bras. Donc, ramener un kayak de 7 mètres, c'est compliqué. Donc, ils demandent aux Inuits de leur faire des miniatures, exactes répliques du réel, mais des miniatures. Les missionnaires, on l'a déjà dit, j'en ai déjà parlé, mais petit à petit, certains missionnaires dans les villages vont organiser une vraie production en aidant les Inuits à obtenir des matériaux comme, par exemple, l'ivoire de morse. Pelibet, c'est un village où il n'y a pas de morse. Et donc, le missionnaire faisait venir... Alors, Pelibet, comment vous dire, c'est le central arctique. J'ai pas mis de carte, dommage. Quand on monte le long de la baie d'Hudson, on peut longer, quand il n'y a pas de glace, on peut longer en bateau, voilà. Mais au-dessus, il y a pratiquement toujours de la glace. Il fallait monter au-dessus pour redescendre vers Pelibet, donc il y avait toujours de la glace. Donc la seule façon d'y aller, c'était de couper à travers la toundra. Et donc ce missionnaire a fait venir, donc il n'y a pas de morse, a fait venir de l'ivoire de morse à Pelibet pour faire travailler des Inuits ce matériau-là, en se disant que ça ferait des petits objets pas très gros, et que du coup ça serait facile à remporter sur le dos. Parce que pas trop lourd. Parce que quand il faut traverser des centaines de kilomètres de toundra, il y avait des voyageurs, des touristes, et dès 1944, à Churchill, c'est le village qui est tout en bas de la baie d'Hudson, à l'ouest de la baie d'Hudson, qui n'est pas un village inuit, hein, c'est un village blanc, et à cet endroit-là, il y avait une mission catholique importante, et petit à petit, les missionnaires envoyaient des pièces, et dès 1944, il y a un musée qui est là-bas, qui se crée là-bas avec des œuvres qu'on peut encore voir. À partir de 1945, les Inuits ont un petit peu assez d'un certain nombre de choses que leur font subir les Blancs, en particulier la sédentarisation forcée. Alors je parle du Canada uniquement, c'est pas du tout pareil au Groenland ni en Alaska. Au Canada, les Canadiens ont décidé que ces Inuits, qu'ils n'avaient pas, ils ne savaient pas où ils étaient, ils ne savaient pas comment ils s'appelaient, voilà, eh bien on allait les sédentariser. Alors là je ne le dis pas, mais ils les avaient déjà numérotés. C'est-à-dire que les Inuits portaient autour du cou un numéro qui n'était pas tatoué dans le bras, mais qui était autour du cou, qui devait présenter quand ils voyaient les Blancs. Et donc les Canadiens ont tué tous les chiens de traîneau. Plus de chiens de traîneau, vous n'êtes plus nomade. Quand vous êtes plus nomade, bah, vous vous installez pas trop loin de l'endroit où vous pouvez trouver à manger, avec, vous pouvez troquer des choses. Sauf que quand vous vous installez, alors ils ont implanté aussi donc, des services scolaires, des services médicaux, donc pour une bonne cause, ils voulaient envoyer que les enfants deviennent des bons Canadiens, voilà. Sauf que les enfants étaient envoyés, quand il n'y avait rien à côté, ils étaient envoyés en avion à des centaines de kilomètres au sud, dans des pensionnats. Et les derniers pensionnats qui accueillaient des Inuits et des Indiens ont été fermés en 90, donc c'est pas très vieux. Ces enfants-là n'avaient plus le droit de parler leur langue, avaient un taux de mortalité incroyable, etc. etc. Donc les Inuits, alors donc il y a une grande famine parce qu'on chasse au même endroit. Quand on est sédentaire et qu'on chasse au même endroit, ben, c'est évidemment pas la même chose que quand on prélève ponctuellement. Et quand il y a cette grande famine, les Inuits, ils n'ont pas d'autre solution que de vendre leurs petits objets pour survivre. Quand ils vendent leurs petits objets pour survivre, voilà, on voit plein de petits objets là sur la table. Quand ils vendent ces petits objets, ils s'aperçoivent que ça marche, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils en font d'autres. C'est-à-dire que l'art inuit contemporain, c'est un art de survie. C'est ce qui leur permis vraiment d'avoir à manger quand on n'avait rien. Et c'est la période, en 1948, où un jeune Canadien qui s'appelle James Houston, qui est un artiste, monte dans le Nord, lui, pour voir les paysages, pour se rendre compte, pour son art à lui. Et donc James Houston, qui arrive dans le Nord, s'aperçoit de ce que font les Inuits, ces petits objets qu'ils font, et leur dit, mais donnez-moi tout ça, je vais aller le vendre dans le Sud, et puis je vais vous ramener l'argent. Ce qu'il fait. Au point que, comme ça, il descend tout à Montréal, je mets juste après, voilà. Première exposition à Montréal, à la Guilde, en 3 jours, 400 pièces de Inuit sont vendues. C'est la queue dans la rue, tout le monde veut avoir sa pièce d'art Inuit, etc., etc. Et donc James Houston remonte là-haut, dans les villages du Nord, et même en faisant des dessins, en disant on refait ça parce que ça se vend bien, hein. Au départ il est vraiment assez directif,
Et petit à petit, le gouvernement du Canada, qui se dit, mince, on a sédentarisé les Inuits, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, se dit qu'il embauche James Houston pour aller dans les différents villages, que s'ils font des œuvres, elles seront vendues dans le sud et que ça leur ramènera un revenu. Donc James Houston est quelqu'un de très important dans l'art inuit contemporain. Les matériaux. Excusez-moi, par Oui. rapport à cette fabrication d'objets, ça va être des objets de leur culture, c'est des objets aussi imposés par les Blancs. Alors, vous allez le voir juste après, je vais en parler. Là, voilà, là c'est un crâne entier de morse, avec ses défenses. Voilà. Vous voyez le crâne, voilà les défenses, la mâchoire inférieure. Alors évidemment, l'œil a été rajouté. Je le dis parce qu'on m'a souvent posé la question, et non, l'œil ne reste pas, il a été rajouté. Et à l'intérieur du crâne, Luc avait fait un igloo. C'est une pièce que j'ai vendue à la galerie. C'est des pièces vraiment importantes. Alors, globalement, tout est taillé dans la masse, sauf l'œil qui est rajouté. Évidemment, dans le crâne qu'il a évidé, il a mis des personnages. Et l'ours qu'il a mis là, parce que ça, c'est le trou des narines. Donc, il y avait un trou qui n'était pas très esthétique, donc il l'a mis. Quand je dis taillé dans la masse, ça veut dire qu'il a enlevé cette partie-là. Le petit personnage, il n'a pas rajouté. Hein, il a juste enlevé ça, il a enlevé ici. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une conception mentale de ce que vous voulez faire. Il ne faut pas de dessin au préalable. Hein. C'est tout est dans la tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir dans sa tête une conception mentale très très précise du travail qu'on veut faire. Alors, comme vous l'avez vu quand on a vu les pièces anciennes, culturellement, d'une façon ancestrale, on travaille des matériaux naturels comme l'ivoire de morse, les andouillés de caribou, les bois de caribou, l'os de baleine fossilisé. Je dis l'os de baleine fossilisé parce qu'un os jeune, vous ne restez pas dans la même pièce. Ça sent le rang, ça sent très mauvais, le gras, le rang, il faut que l'os soit resté. L'os, ils le mettent à l'extérieur, pardon. L'os, ils le mettent à l'extérieur pendant des dizaines d'années pour que l'os s'épure. En fait, le gras, comment dire, c'est le beurre dans le frigo. Quand le beurre il est dans le frigo, il ne coule pas. Si vous le laissez au chaud, il va couler. C'est la même chose pour le gras qui est à l'intérieur de l'os. Il va sortir de l'os que quand il fait des températures positives. En Arctique, c'est 2 petits mois par an. Donc il faut des dizaines et des dizaines d'années pour que ce gras sorte de l'os et que l'os, il ne reste plus que le minéral en fait et qu'il puisse être travaillé. Ils vont utiliser des poux, on l'a vu plusieurs fois. Alors attention, parce que c'est extrêmement réglementé. Je n'ai pas dit que c'était interdit. C'est juste réglementé, ça veut dire qu'il faut des permis d'exportation du Canada, des permis d'importation en France par exemple, ou en Belgique, enfin en Union Européenne, pour les pièces qui sont faites en os, alors pas en bois de caribou du tout, mais tout ce qui est mammifère marin, donc la dent de morse, l'os de baleine, c'est réglementé. Et donc on ne s'amuse pas à mettre ça dans sa valise, parce qu'à la douane on vous dit, ah ben, tant pis pour vous, si on fait que vous prendre la pièce, vous avez de la chance, sinon vous avez une amende en plus. Donc vous perdez l'œuvre et vous avez l'amende. La pierre se trouve à proximité des villages. La proximité inuite, ça n'a rien à voir avec nous, ça peut être 2 jours de bateau, c'est pas loin. La pierre, donc vous voyez, ce sont des zones affleurantes, il n'y a pas de carrière en tant que telle, des zones affleurantes où ils vont aller chercher ce dont ils ont besoin, et les pierres sont différentes évidemment en fonction des lieux. En Arctique, il y a de l'or, des diamants, du gaz de schiste et des centaines et des dizaines de pierres différentes. La dureté des pierres va induire un certain nombre de choses qu'on va voir juste après. On va trouver de l'astéatite, beaucoup nunavique, beaucoup de nuances de gris jusqu'au vert, beaucoup de serpentine, de l'argilite, de l'eunite, quartz. On trouve du marbre, du basalte, du pyroxène sur des pierres nettement plus dures. Et on trouve pour finir une pierre très très dure, la labradorite, qui est travaillée un petit peu au Labrador. Donc en fonction de l'isolation des communautés, elles sont très loin des unes des autres. Hein. C'est toujours plusieurs soins. Alors, le Nunavut, qui est l'état actuel des Inuits, juste pour donner une notion de taille, c'est à peu près 4 fois et demi la France et il y a 26 villages. Juste pour la notion. Donc les villages actuels, mais les communautés étaient à peu près... donc pour vous donner... Elles sont... Pardon ? Combien de villages ? 26. Non, 25 et une capitale de 9000 habitants. 9000 habitants. Donc voilà, en fonction du matériau disponible, on va avoir des choses très très différentes. Quand c'est du basalte, qui est une pierre très dure, on va avoir des choses extrêmement épurées, voire abstraites, avec ces 2 œuvres de John Payard, où vous voyez les yeux, le nez, et puis là pareil, le nez, les yeux et une petite bouche, et une forme, en fait un couple, hein, un homme et une femme. Donc ça c'est extrêmement abstrait et voire épuré.
Évidemment, quand la pierre est plus tendre, on va avoir énormément de détails puisque c'est plus facile à travailler. Donc on va avoir des choses beaucoup plus narratives, beaucoup plus travaillées, avec beaucoup plus de détails. Donc cette pierre, elle est ramassée, donc on va la chercher à côté des villages. On a un bloc comme ça, qui petit à petit va être dégrossi d'abord souvent à la hachette. Ensuite, avec des limes et des râpes, on va arrondir la forme, continuer les formes. Elle va être polie avec du papier de verre. Et à la fin, pour lui donner un beau rendu, on va lui donner une finition